Bonjour à tous, on se retrouve pour les rencontres économiques. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'opportunité de recevoir Monsieur Rojo, qui est le président de la Fédération bancaire française d'Occitanie. Bonjour Monsieur Rojo. Bonjour Samuel. Et nous avons également Xavier Doué, qui est vice-président national de la CPME en charge des commerces, qui est par ailleurs trésorier de la CPME Occitanie et qui est membre de la CPME 30, Gare. Donc, ni moi. Aujourd'hui, on a la chance, je viens de loin, il s'est levé très tôt ce matin. Et donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet que vous avez été nombreux à souhaiter voir abordé, à savoir la notion d'endettement face à la crise que nous connaissons bien évidemment. On va parler un petit peu des PGE et avoir le point de vue du président de la FBF Occitanie justement, parce que parmi les questions qu'on est amené à se poser, qu'en est-il de l'endettement que nous avons aujourd'hui? Dans quelles dispositions serons-nous pour pouvoir rembourser ce crédit? Dans quelle mesure ces crédits, ces financements, cet endettement sera un élément constitutif d'une analyse ultérieure par rapport à des potentiels investissements? En clair, est-ce que cet endettement va nuire aux investissements à venir? Donc c'est un véritable sujet qui nous importe. Et puis, il serait intéressant de regarder un petit peu ce qui est devenu ce PGE, puisque il y a eu différentes utilisations en fonction du nombre de tailles. Vous le savez, en Occitanie, grosso modo, 95% des entreprises ont moins de 10 employés. Il y a eu des communications de la Banque de France sur les montants moyens de PGE qui s'élèvent, je crois, à environ 170 000 euros, donc ce qui est un montant relativement important par rapport à la taille des entreprises occitanes en règle générale. Donc c'est intéressant qu'on puisse aborder ceci. Monsieur Rojo, qu'est-ce qu'on peut, en guise d'introduction, si j'ose dire, peut dire à propos de ces PGE, l'utilisation qui en a été faite, et puis les principaux, on va dire, points d'intérêt, KPI, si j'ose dire? Alors, premier élément, je vais situer un petit peu ce que ça a représenté dans l'Occitanie. Donc, c'est 8 milliards 900 millions d'euros. Quand on regarde, ça a nécessité un investissement colossal du système bancaire sur une durée très courte, parce que c'était l'urgence dans le premier confinement, avec l'arrêt de l'activité totale. Pour donner une idée, c'est à peu près 1 an et demi de production qui a été fait en moins de 2 mois. D'ailleurs, toutes les équipes sont mobilisées, y compris des personnes qui ne montaient pas des crédits. On a mis en montage de crédit sur un nouveau type de crédit. Bon, voilà, ça c'est pour expliquer. Alors, je vais reprendre par rapport aux chiffres que vous avez donnés sur les entreprises. Il faut savoir que 89% de ces PGE ont été distribués à des TPE. Donc voilà, il y a bien évidemment eu dans la presse quelques éléments très significatifs de grandes entreprises, mais c'est ultra majoritairement des TPE. Et ce qui était la volonté, parce que la volonté, c'était de préserver l'activité économique des TPE et PME sur les territoires, sans négliger les ETI et les très grandes entreprises, bien évidemment. Mais c'était là où on pensait qu'il y avait la nécessité de la plus urgente. Xavier, par rapport à ta position nationale, notamment de visibilité sur les commerces, comment les PGE en tant que tels ont été utilisés? Je veux dire par là, un grand nombre de nos adhérents nous disent moi, je n'ai pas souhaité m'endetter, je le ferai vraiment en dernier ressort et en conséquence, je veux pour l'instant rester à distance parce qu'une fois qu'on s'endette, on sait quand on s'endette et puis la conjoncture aidant, on ne sait pas trop quand on peut rendre. Comment toi tu l'appréhendes avec ton point de vue national? Oui, alors il y a effectivement beaucoup de situations. Il y a ceux qui n'ont pas eu recours au PGE, mais ceux-là, aujourd'hui, on va laisser de côté, puisqu'on est là pour parler du PGE. Il y a ceux qui ont utilisé le PGE parce qu'ils avaient un réel besoin de trésorerie. Et il y a ceux qui ne l'ont pas utilisé et qui ont pris ce PGE qu'on pourrait presque qualifier de sécurité, peut-être de confort, et même peut-être aussi d'opportunité. Puisque ça peut être une manière d'investir un marché peut-être aussi. Donc les situations sont complètement différentes. Moi, j'ai envie qu'on regarde un petit peu, mais que vous nous donniez aussi les statistiques de l'utilisation du PGE. Oui, alors je peux vous en donner. Ce que vous dites est parfaitement exact. On a été un peu surpris de voir que, en fin de compte, même si c'était un tsunami, selon les départements ou les régions, on a entre un quart à 30% des entreprises seulement qui ont eu recours au PGE.
Bon, on va parler effectivement de celle-là, puisque c'est ce que vos adhérents attendent. Et on vient de faire un sondage. Nous avons 35% des entreprises qui ont pris un PGE qui l'ont très peu dépensé ou pas dépensé. C'est-à-dire qu'il est en trésorerie, hein, en sécurité, comme vous disiez. 62% l'ont utilisé à moins de la moitié de ce qu'ils ont mobilisé. Et bien évidemment, les autres l'ont utilisé pleinement. Donc effectivement, je rejoins ce que Samuel vous avait dit, on a des situations extrêmement contrastées. On a des entreprises qui, dans le cadre du premier confinement avec blocage total de l'activité, ont eu des difficultés, mais ont rebondi depuis. Et qui, en finale, sur l'année, se retrouvent dans une situation, on ne va pas dire correcte, mais enfin une situation moins déplorable, moins dramatique que ce qu'on avait anticipé. Je vais prendre un exemple parce que je crois que c'est important de prendre des exemples. Le secteur de la librairie qui a été durement touché et puis classé en commerce non essentiel, enfin bon, on ne va pas refaire toute l'histoire. En finalité, mais après, attention aux moyennes, en finalité, le chiffre d'affaires du secteur librairie n'a baissé que de 3% sur l'année 2020. Parce que les clients se sont mobilisés dès qu'il y a eu le déconfinement, le premier déconfinement, le deuxième déconfinement, etc., et sont retournés dans les librairies, acheter des livres, acheter des magazines, etc. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Ça nous fait dire, au niveau de la FBF, que les situations sont très individuelles. Après, on sait qu'il y a des secteurs qui sont globalement très touchés. Ici, nous sommes chez ABAC, partenaire de CPME et de la FBF. L'événementiel est extrêmement touché. Et l'événementiel est encore dans une situation où il est extrêmement touché, parce que ça a été extrêmement long. Si on prend le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, hein, tous ces secteurs sont extrêmement touchés. Donc je pense que d'abord, il doit y avoir une approche sectorielle, ce qui a été fait, puisqu'il y a un PGE tourisme, il y a des éléments qui ont été mis en place. Et après, dans chaque secteur, il y aura des situations extrêmement différentes. Je suis un restaurateur qui est installé depuis longtemps, j'avais de la trésorerie, j'ai profité du chômage partiel, des mesures de soutien. C'est pas facile, mais je m'en sors à peu près. Je suis un jeune restaurateur qui vient d'ouvrir mon restaurant il y a 6 mois. Je n'ai pas encore fait de trésorerie, je n'ai pas la même capacité. Et donc, je suis dans une situation plus difficile. Voilà, donc, moi, le premier élément que je voudrais surtout que tous les adhérents retiennent, c'est qu'il faut très vite, très très vite, faire son compte de résultat de 2020, son bilan de 2020, aller voir son expert comptable pour le faire très vite, d'autant plus si je suis dans ceux qui en ont eu fort besoin, pour aller très vite voir ses partenaires, pour aller voir très vite son banquier, pour aller voir très vite. Et on a un certain nombre de mesures que l'on peut prendre ensemble. Et il ne faut pas attendre. Tu voulais dire quelque chose peut-être ? Oui, je voulais rebondir sur les propos de M. Rogeau, qu'on apporte et que vous puissiez apporter une précision sur ce que l'on a entendu ces dernières semaines sur la possibilité de différer, puisque on a bien entendu qu'il y aurait la possibilité de différer le remboursement ou l'amortissement du prêt pour 12 mois supplémentaires. Sauf que sur le terrain, j'ai l'impression que les chefs d'entreprise n'ont pas tout à fait saisi exactement le choix qui allait s'imposer à eux. Ils n'ont pas, selon moi, 3 solutions, c'est-à-dire je rembourse, je diffère, j'amortis, vous allez me le confirmer, j'espère, et ils ont 2 choix à faire aujourd'hui. Je rembourse ou j'amortis, et dans le cadre de cet amortissement, je peux différer de 12 mois supplémentaires. Alors, est-ce que ça, c'est une réalité ? Oui, enfin, c'est une réalité, et je pense qu'il ne faut pas oublier le propos de Samuel tout à l'heure sur la notion d'endettement. Il faudra qu'on y revienne. Alors, il faut bien reprendre le PGE. Le PGE était construit à l'origine, c'est l'État qui a fixé les règles, sur une durée de 6 ans, dont 1 an de franchise. Conscient que la pandémie s'était maintenue, qu'il y avait eu un deuxième confinement, que nous sommes encore dans la pandémie. Donc l'État a contacté l'AFBF et a demandé comment on pouvait faire. Donc unanimement, les banques ont dit on peut donner le choix, c'est effectivement un choix, à l'entreprise, d'avoir 1 an de plus de franchise. Mais il faut être bien conscient que cette année de plus de franchise s'inscrit toujours dans les 6 ans. La maturité demeure.
Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de rembourser le capital en 5 ans, si je commence à le rembourser à l'échéance d'un an, je vais le rembourser sur 4 ans, puisque j'aurai eu 2 ans de franchise. Disons que je vais le rembourser toujours sur 5 ans, dont une année de franchise et amortissable sur 4 ans. C'est-à-dire que l'amortissement sur 4 ans, il va être beaucoup plus lourd. Il va être beaucoup plus lourd. Ouais. Donc, convenons, mais ça, c'est à la limite, on n'a pas trop le choix, et ni le gouvernement, ni les banques, ni les entrepreneurs, mais convenons que cette stratégie-là est une stratégie du « on verra si ça va mieux demain », et qu'on est en droit de penser, parce que c'est un sujet aussi chez nous, c'est-à-dire que les réponses ont été massives en mars et en avril 2020, elles sont venues traiter la trésorerie en quelque sorte, mais après qu'on ait eu à traiter sur les 6 mois, 7 mois, enfin, les mois qui ont suivi la mise en place du PGE, la trésorerie a commencé à venir se poser la problématique, donc désormais, comme toucher l'entreprise qui a ce mauvais défaut de vouloir rembourser des dettes qu'il a contractées. Quelle richesse... C'est pas un défaut, ça, mais c'est pas un défaut. Merci. ainsi donc, je le disais par analogie à notre pays que nous aimons tous, et qui a par contre, lui, sans grande difficulté, ce défaut. Mais l'idée, elle est que derrière, il nous faut créer de la richesse pour pouvoir commencer à envisager de rembourser cet élément-là. Dès lors que la pandémie perdure, dès lors que les difficultés perdurent, on s'aperçoit bien, et on pourra y faire aussi une incise après, par rapport aux chiffres étonnamment bons. C'est pas étonnamment bons, mais qui sont bons des difficultés des entreprises, justement parce que les entreprises sont gorgées de trésorerie, gorgées, je pèse mes mots, et que justement, certains indicateurs ne doivent plus être utilisés comme ils l'étaient par le passé, et c'est un sujet de discussion. Mais pour revenir sur le thème, c'est que du coup, on s'aperçoit que dans cette instabilité, il faut encore surseoir au remboursement immédiat quand la plupart des entreprises ne seront pas en capacité de créer l'équivalent en 2 ans de richesse de 25% du chiffre d'affaires, parce que c'est de ça dont il est question. Et donc, ça veut dire aussi qu'on repousse plus tard, mais sans création de richesse. La question que l'on se pose, c'est est-ce que le repousser un remboursement sans possibilité de créer de la richesse n'est pas simplement le droit de mourir un petit peu plus tard. Je la voyais venir. Je la voyais venir, celle-là, Samuel. Hervé, comment vous le voyez ? Je pense qu'il faut bien resituer les choses. Alors d'abord, un point important, je n'ai pas le pourcentage, mais la part des entreprises ayant utilisé le plafond maximal des 25% est extrêmement faible. D'accord. Et on revient aux notions de secteur économique, de situation individuelle des entreprises, etc. Vous l'avez très bien dit, donc on va rester sur 25%, ou on peut prendre 20%, c'est pas grave. Mais si on prend 25% sur 5 ans, c'est 5% en capital, c'est-à-dire que je dégage, moi, en capacité de remboursement, en EBITDA, au moins ce montant. Plus mon remboursement des amortissements, plus l'endettement que j'avais antérieurement. Donc attention, c'est pour ça que je dis il faut vite faire le point sur l'année 2020, essayer de se projeter. Alors soyons clairs, on est tous dans le brouillard. On ne sait pas quand la pandémie s'arrêtera, quand nous pourrons retrouver une activité pleine et entière. Il y a maintenant cette problématique de variants, etc. Donc c'est compliqué. J'ai tendance, moi, par rapport à ça, de dire si je décale, c'est schématiquement dans 2 situations. Je suis dans une situation, je reprends l'exemple du jeune restaurateur, où de toute façon, j'ai besoin de décaler, j'ai pas le choix. J'ai besoin que cette trésorerie perdure. Second cas, et on voit bien tout de suite, c'est moi je sais que j'ai réussi à m'adapter, je me suis d'ailleurs un peu diversifié, j'ai un peu changé ma clientèle, je travaille mieux sur Internet, etc. Et je vois que je reprends mon activité, mais qu'actuellement je suis trop juste. Mais je vois clairement que je remonte en activité. Et donc ma capacité de remboursement sera meilleure schématiquement en 2022 qu'en 2021. C'est judicieux. Bon. Mais on voit très bien, parce qu'on pourrait décliner ça, vous l'avez bien fait, on voit très bien qu'on rentre très vite sur la notion individuelle. Tout le monde n'a pas fait de la même façon. Même la restauration, si vous étiez une boutique de pizza où il y a beaucoup déjà de ventes à emporter, vous avez certainement été moins touché que si vous êtes un restaurateur classique avec de la clientèle assise. Voilà. Mais moi, je rajouterais peut-être un 3e cas qui peut être un peu aussi considéré comme un cas général, même si j'ai bien compris que chaque cas était particulier. C'est celui de l'entrepreneur prudent
qui fait partie des 35% des statistiques que vous avez évoluées tout à l'heure, donc c'est plus d'un tiers, donc c'est pas rien, qui lui a eu ce PGE et quelque part n'en a pas eu besoin. Et aujourd'hui, il se pose la question à lui de le rembourser ou de l'amortir, donc de créer de la dette quelque part. Pour autant, cet entrepreneur prudent, il connaît sa situation aujourd'hui, il ne connaît absolument pas celle de demain. D'ailleurs, qui la connaît? Et donc, soit il le rembourse. Est-ce qu'il ne prend pas un risque sur l'avenir, puisque même s'il n'a pas consommé son enveloppe de 25%, est-ce que la difficulté augmentant, on ne va pas rencontrer de plus en plus de difficultés pour obtenir un deuxième PGE? Donc pour moi, il y a vraiment 3 catégories d'entrepreneurs qui doivent répondre à une question aujourd'hui, avec malheureusement un contexte qui fait qu'ils n'ont aucune visibilité pour y répondre. Oui, si on reprend les 35%, les 35% l'ont très peu ou peu dépensé. Donc, entre guillemets, ils ont de la trésorerie. Je comprends tout à fait ce raisonnement. De dire, je suis dans le brouillard, je ne sais pas si on aura un troisième confinement, je ne sais pas. Bon, tout reprendre. Et je me dis, une année de plus, en faisant attention à bien garder ma trésorerie pour ne pas avoir un handicap de remboursement tout d'un coup brutal un an après, et s'il faut, de toute façon, je le mettrai sur 4 ans. Je comprends parfaitement. On voit bien qu'on est sur de la situation individuelle et des situations individuelles qui peuvent varier très vite. Et je voudrais revenir sur un des propos de Samuel Sett tout à l'heure. Il ne faut pas oublier, moi j'ai été frappé de la lucidité des chefs d'entreprise, il ne faut pas oublier que le PGE, on finance de la perte. Ça n'est pas un investissement qui m'apporte une productivité. Ça n'est pas un investissement qui, par l'innovation, me rend plus compétitif par rapport aux concurrents. Donc oui, il va être important que les entreprises continuent à investir dans leur productivité, continuent à investir dans l'innovation, dans leur gamme, dans la RSE, etc. Mais oui, le PGE est un endettement, ça n'est pas une subvention. Et donc il figure dans l'endettement de l'entreprise. Je pense intimement que le problème le plus important actuellement, ce sont les fonds propres des entreprises à la sortie, quand on sera à la sortie de cette crise. Dans les semaines, j'espère quelques jours, on annoncera une nouvelle forme de prêt participatif pour aider les entreprises dans une vision de quasi-fonds propres. Donc, c'est déjà une solution. Ce ne sera pas une solution suffisante parce que je pense que les critères s'adresseront un peu plus les entreprises d'une plus grande taille. Oui, à la grosse TPE ou la petite PME et la PME, etc. Et je milite, et d'ailleurs, je vous en reparlerai, Samuel, je milite pour que toutes les forces vives, qu'on soit des organismes consulaires, des organismes étatiques, publics, régions, départements et autres, on se mobilise pour essayer de créer un outil de fonds propres, de quasi-fonds propres, en faisant appel à l'épargne des Occitans pour aider les entreprises. Parce qu'on voit tout de suite que les 2 autres catégories dont on a parlé, il va y avoir un problème effectivement de ratio d'endettement, il va y avoir un problème de capacité de remboursement, et que si on les conforte en fonds propres, on va pouvoir passer ce cap beaucoup plus facilement. Et je pense, alors il y a des initiatives qui commencent à se faire jour, il faut qu'on travaille très vite sur ce sujet-là. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir une conférence avec mes homologues des différentes régions, ça démarre un peu partout, on va le démarrer en Occitanie, et il faut qu'on aille vite. Après, je ne voudrais pas vous décevoir, mais j'ai entendu monsieur Vincent Aguilera, que j'apprécie, dans son interview à la Dépêche, je n'ai pas entendu, je l'ai lu, qui parlait aussi des bons choix pour ne pas soutenir les entreprises zombies. Alors moi, je vous dis, comment on fait pour déterminer les entreprises zombies ? Alors, vous venez d'accomplir une passe magnifique professionnelle, puisque par définition, Vincent est composante de la CPME, et le discours qu'il tient est le fruit d'une réflexion que nous menons, à savoir que pendant des années, nul n'a été en capacité, et pour cause, de déterminer ce qui était une entreprise profitable de ce qui ne l'était pas, puisque par définition, les petites entreprises étaient sous-capitalisées. Vous le savez très bien, c'est des discussions et des échanges que nous avons également eu avec Stéphane Latouche de la Banque de France en Occitanie.
Et donc, on a considéré qu'on ne pouvait pas forcément jauger ou juger de la durabilité d'une entreprise à l'unique analyse de ses fonds propres, du fait que, par définition, pour tout un tas de raisons historiques, et en tant que chef d'entreprise, je peux aussi vous dire que c'est lié à une certaine forme de pression fiscale, notamment dans la transmission des entreprises, notamment. Et il est vrai que si on s'arrête à cet élément d'analyse pour dire voici ce qui est une entreprise zombie, autrement dit une entreprise que l'on soutiendrait par-delà toute logique économique, ce qui est aussi également un poids pour le secteur économique, puisque une entreprise qui est désormais, le terme est inadapté, pardonnez-moi par avance, mais gorgée de trésorerie, sera peut-être moins regardante dans une logique de conquête de parts de marché pour survivre sur les marges qu'elle fera, et donc viendra attenter à la stabilité du marché, pour être très clair, et donc va se retrouver face à d'autres entreprises qui proposeront parfois des prix dits standards, et casseront ce marché-là. Donc c'est une véritable inquiétude pour nous. Donc nous, en tant qu'organisation patronale, on se retrouve pris entre deux feux, celui de défendre, et ce que l'on fait bec et ongle, coûte que coûte l'intérêt de nos entreprises, tout en prenant en considération qu'il existe parmi elles des entreprises qui usuellement sont filtrées par le rein du tribunal de commerce, si j'ose dire, et tu es ancien juge tribunal de commerce, je suis ancien président des procédures collectives, on sait très bien de quoi on parle à ce sujet-là, et on sait que le rôle justement principal de l'ancienne bourse du commerce, désormais tribunal de commerce, est justement d'extraire ces entreprises-là pour éviter toute concurrence déloyale, certaines s'astreignant au paiement de charges que les autres ne sont plus en capacité de faire. Et donc ça, pour nous, c'est un sujet de réflexion et une véritable crainte, c'est-à-dire comment les banques vont être en capacité, vu des flux de dossiers qu'elles vont avoir à traiter sans pour autant avoir récupéré un mode de travail standard, c'est-à-dire avec donc parfois des collaborateurs en télétravail, etc., avec toutes les difficultés que cela peut représenter. Comment vont-elles identifier celles qui sont viables de celles qui ne le sont pas? Parce que je vous le dis, nous, avec l'expertise qui est la nôtre, nous avons prétention de ne pas être en capacité de reconnaître une entreprise viable d'une qui ne l'est pas. Comment vous le voyez justement ça? Là, je vous rejoins. C'est une extrême difficulté. On a des collaborateurs qu'on a formés pendant des années, des dizaines d'années, à des ratios d'endettement, capacité de remboursement, etc. Et là, on va leur dire, c'est une année tellement spéciale qu'on ne sait pas le dire. Donc, une des premières clés, et on revient à cet élément-là, et je suis entièrement d'accord avec l'analyse, ce sont les fonds propres, mais beaucoup d'entreprises, surtout les plus petites, sont sous-capitalisées. C'est un problème de fond, qui est peut-être en train de commencer à se résoudre partiellement, très partiellement, mais bon, en tout cas, l'état de la situation est là. C'est pour ça qu'il faut trouver ce relais de fonds propres pour conforter ces entreprises, ce qui, du coup, améliorera leur capacité d'endettement pour faire les investissements productifs, innovation, etc. Et deuxièmement, permettra de dire, écoutez, cette année, elle est spéciale, on a peut-être dégagé en finale des pertes, mais on a un outil qui va remettre à niveau post-perte, et on regardera, dès que ce sera normal, comment l'entreprise va fonctionner. Mais c'est extrêmement difficile. C'est une énorme interrogation. Je sais que vous avez vu récemment Stéphane Latouche, le patron de la Banque de France. La Banque de France a un système de notation des entreprises, beaucoup moins pour les petites et très petites, puisqu'elles sont beaucoup moins notées, puisqu'il y a des notions de taille. 750 000 euros. Voilà. Et la Banque de France se demande comment elle va faire fonctionner son moteur de notation. Et on lui dit attention, parce que le moteur de notation de la Banque de France conduit à des décisions, puisqu'une entreprise, plus sa notation est dégradée, moins elle pourra être financée. Donc, c'est un vrai souci. Très honnêtement, alors, nous sommes dans le brouillard. Ne soyez pas inquiets sur le télétravail, etc. C'est un des bons côtés de la pandémie. Ça nous a fait énormément évoluer. Là, je vais prendre exceptionnellement l'exemple de la Banque Courtois, parce que je n'ai pas les éléments chez mes confrères. Mais on aura réalisé à fin mars, donc en un an de temps, dans le cadre de la pandémie, l'équipement en ordinateur portable ultra communicant plus téléphone professionnel à toutes nos forces commerciales. Ce qu'on avait prévu de faire sur 3 ans. Et en ouvrant avec sécurisation, bien sûr, l'univers métier leur permettant de travailler. Donc, voilà, on a su, on en est fiers, vous l'avez entendu tout à l'heure, faire face à un premier tsunami. S'il y a un second tsunami, on y fera face. Il
faut pas oublier que les banques, elles vivent de leur territoire. Elles vivent de leurs clients. Et c'est bien ensemble. Leurs clients sont aussi des employeurs, qui ont donc des salariés, qui sont nos clients à titre particulier, qui empruntent pour des achats immobiliers. Enfin bon, voilà, tout ça, vous le savez. Donc non, on y tient énormément. C'est une période extrêmement difficile. Je répète, premièrement, très vite faire l'état des lieux financiers. Deux, avec l'aide des conseils, essayer de se projeter, même dans une période de brouillard, on voit qu'il y a des grosses différences et fonctions. J'ai réussi à développer 20-30% d'activité en vente à emporter. J'ai mon activité de vente sur Internet qui passe à autant grâce aux plateformes, etc. Ça, c'est du concret, c'est du visible, on peut le dire du coup. Et on peut essayer de construire un business plan un peu adapté à une situation avec beaucoup d'incertitudes, oui. Et derrière ça, surtout dialogue. Essayez, voilà, tous nos collaborateurs sont équipés, sont l'arme au pied presque, j'allais dire, en cette attente, et seront disponibles et se mobiliseront. Elles sont, vous savez, moi j'ai toujours tendance à dire, nos collaborateurs aiment leurs clients. Ils aiment les entrepreneurs parce que ce sont des entrepreneurs qui leur montrent comment ils vivent, comment ils se battent. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour eux que de discuter avec un entrepreneur? C'est assez fabuleux, quoi. On a un métier qui est exceptionnel. Voilà. Et ils nous posent ces questions. J'ai demandé à l'ensemble de ma filière risque de contacter tous les collaborateurs professionnels, entreprises, etc., pour avoir cette notion et en interne avoir aussi un dialogue beaucoup plus rapide. Et je leur ai dit, surtout, il faut que dès qu'on a des éléments, vous communiquiez avec votre gestionnaire d'engagement, qui est de l'échange, parce qu'on va apprendre, comme on a appris pendant la première phase de la pandémie. Xavier, justement, on avait, lors de nombreux échanges et réunions de travail, on avait considéré, et je suis heureux de l'entendre, mais je ne suis pas surpris, que finalement, qu'il y ait une dégradation générale des notes, étant donné qu'il y a en tout état de cause de l'activité à faire et que les intérêts clients, fournisseurs sont liés, en l'occurrence banques et emprunteurs, que la Banque de France décide de rehausser, si j'ose dire artificiellement, ces notations ou qu'elle le fasse stricto sensu et que l'intégralité des notes baisse, au final, nous avions finalement envisagé, caresser l'idée qu'il n'y aurait pas de grandes modifications pour permettre l'endettement. Mais par contre, la CPME avait envisagé et proposé que ce soit circonscrit d'un point de vue bilanciel, il faut voir ensuite les modalités techniques, que justement cet endettement dit Covid soit sinon analysé, circonscrit, en tout cas d'un point de vue analytique, considéré. Est-ce que derrière, on considère, dans le commerce ou d'autres activités, que justement, il va y avoir besoin de fonds pour investir, ou est-ce qu'on considère qu'on va laisser redescendre tout, on va fermer les hublots, essayer de consommer le moins possible et qu'on est durablement condamné à une stagnation un peu sur les prochaines années? Ta question est intéressante, Samuel, comme souvent d'ailleurs, mais parce que c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire laisser retomber. Pourquoi? Pas parce que dans le commerce on n'a pas la capacité à vouloir investir des marchés, etc. C'est que le commerce est déjà en pleine mutation. Alors, on peut saisir aussi cette opportunité, mais pour ça, il faut y voir un petit peu plus clair. Il y aura certainement des gens qui peuvent profiter pour investir dans le numérique notamment. Mais je pense que les dettes sont assez importantes et qu'il vaudrait mieux avoir... Les commerçants vont plutôt avoir un raisonnement de prudence pour pouvoir pallier aux dettes qu'ils peuvent avoir à l'heure actuelle. On n'a pas parlé des loyers, ce n'est pas l'objet. On va parler des stocks, ce n'est pas l'objet. Mais pour autant, sur les deux grosses problématiques des commerçants, on n'a pas de solution, en tout cas dédiée. Donc je pense qu'on ira plutôt, les commerçants iront plutôt vers ce dispositif, vers une forme de prudence. Et je crois que tu faisais référence aux prêts de consolidation quand tu parlais de la proposition de la CPME. Nous pensons qu'effectivement, même si la visibilité et donc que les dettes peuvent continuer de s'accroître, elle est faible, cette visibilité, je pense que ce serait bien de circonscrire les dettes des entreprises dans un seul prêt et qu'on pourrait amortir et différer. La maturité serait revue peut-être à 10 ans. Oui. C'est l'objet de la proposition qui est faite par la CPME. Oui, parce que je ne considérerais pas que tous les chefs d'entreprise de TPE et de PME ont aujourd'hui la pleine conscience et connaissance de la somme des dettes qu'ils ont. Ils ont souvent
la tête dans le guidon pour utiliser... Peut-être parce qu'ils sont dans l'urgence et qu'on n'est pas Ouais. sorti de l'urgence. On a pensé... moi, je me souviens en septembre 2020, quand nous nous réunissions à la préfecture et que tout le monde de bon cœur et avec la meilleure et avec quand même de l'intelligence autour de la table était en train de parler de plan de relance. Alors, on pouvait discuter, nous discutions, un syndicaliste par définition est toujours en train de discuter, mais nous discutions de la pertinence du délai. Est-ce qu'on parle de 2021, 2022 ou dans l'immédiateté, etc., etc., alors même que nos entreprises étaient encore en mode survie. C'est ça. C'est ce que j'ai dit au comité directeur auquel tu fais référence, et quelque part j'avais l'impression de passer un peu pour un ringard en me disant, enfin moi je sais pas, mais vous me parlez de plan de relance, mais moi je suis dans l'urgence, on est dans l'urgence, dans le commerce en tout cas on était encore dans l'urgence. Donc il faut savoir d'ailleurs que le secteur du commerce est surreprésenté dans l'utilisation des PGE. Le secteur du commerce représente 1,5 fois plus au niveau national que par exemple l'industrie manufacturière. Donc c'est bien symptomatique, mais je pense qu'il y avait aussi un effet de cumul. Je ne reviens pas sur les gilets jaunes, sur un certain nombre de choses. Donc c'est une situation qui a été très complexe pour le commerce. Il y a un effet de cumul, et n'oublions pas qu'il y a des commerces qui sont encore fermés aujourd'hui. Tout à fait. Qui ont été fermés depuis mars. Depuis le premier confinement, qui sont toujours fermés, je pense notamment aux restaurateurs. Ce sont des commerçants. Les discothèques, voilà. etc. Et donc, les discothèques sont restées fermées sans discontinuer. Oui. C'est le record fou. Et tout à l'heure, tu disais sur la notation Banque de France, qui ne vous concerne pas directement, mais je pense que c'est sur lequel il s'appuie en tout cas. Sur lequel vous vous appuyez, mais, vous n'en avez pas la charge ni la responsabilité. Ah non, c'est la Banque de France qui en a la responsabilité. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que, alors c'est pour débattre avec Samuel, c'est que moi je ne crois pas à l'hypothèse où on descend tout le monde et du coup, mécaniquement, tout le monde se retrouve au même niveau. Je vais vous dire pourquoi c'est extrêmement important ce que vous venez de dire. Je vous remercie. Et je termine alors. Et j'espère que je ne vais pas vous décevoir. Mais sinon, je vous le dirai. mais parce que tout le monde ne descendra pas mécaniquement. Parce que toutes les entreprises ne descendront pas mécaniquement. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse et je crois qu'il faut donc travailler. C'est toujours aussi dur d'avoir du pognon à 6 et plus facile à 5, à 4 et à 3+. Exactement. Voilà, alors c'est extrêmement important parce que, donc bien sûr, nous ne sommes pas responsables, c'est la Banque de France qui le fait, mais de par les mécanismes, je ne vais pas faire trop compliqué, ce qu'on appelle les mécanismes prudentiels, elle influe malgré tout sur la cotation interne de l'entreprise par la banque. Mais surtout, elle influe sur l'assureur crédit qui, en cas de dégradation, va couper la couverture qu'il donne au fournisseur de ce client, et ce qui a tout de suite un effet très dur sur la trésorerie, puisque j'étais à 30 jours le 10 ou à 60 jours, et du jour au lendemain, non, vous n'êtes plus couvert, vous êtes non dénommé, et il faut que je paye tout au cul du camion. Excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on dit. Et je trouve où la trésorerie ? Bon. Donc ces effets-là sont extrêmement importants. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Il y a assez longtemps, il y avait eu une crise des PME. Vu mon âge, j'ai vécu. Et on avait été très vigilant à l'époque à très vite dire, attention, il faut que les assureurs crédits soient emmenés dans la démarche, parce que sinon, on va repousser toute une vague de besoins sur les entreprises, donc indirectement sur les banques, et ça va aggraver la situation. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut être très vigilant, alors que si courant 2021, au fur et à mesure de la vaccination, etc., il y a une reprise, il va y avoir, je reprends votre propos sur les stocks, etc., il va y avoir des besoins que nous appelons des besoins de fonds de roulement supplémentaires, puisque toutes les entreprises, elles ont effectivement très bien géré. Elles ont réduit leur stock, elles ont moins d'activité, elles ont moins de crédits clients, etc. Mais après, elles vont avoir besoin de refaire du stock. Elles vont réavoir des encours de production ou de stock pour le commerce. Et après, il va falloir le financer, ça. Et si on a en même temps une dégradation de la couverture assurance crédit, on va avoir un double effet négatif. Par rapport à ce que vous dites, il y a un autre sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est nos chefs d'entreprise, par définition, sont des gens qui sont résilients. Je ne vais pas y revenir dessus. Et considèrent aussi que la période que nous vivons, c'est aussi une période dite d'opportunité.
Et c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît aussi un entrepreneur, c'est justement avoir suffisamment de vue sur ce qu'il va arriver ou ce qui potentiellement pourrait arriver pour pouvoir prendre des risques. Et on sait très bien que dans ces moments-là, l'effet de levier du risque pris est, parce que justement il est plus risqué que d'habitude, est beaucoup plus rémunérateur. Et quand je parle en termes de rémunérateur, je veux dire à tous les sens du terme. Justement, va se poser la problématique pour nos banques, nos partenaires, d'arriver à détecter ces éléments-là. C'est-à-dire, est-ce qu'un entrepreneur audacieux par son idée, pas par les risques qu'il prendrait, sera soutenu dans un environnement relativement complexe et parce que, par défaut, nos entrepreneurs avec qui on échange beaucoup sur le sujet nous disent je ne sais pas si j'obtiendrai du financement, eh bien, certains viennent nous dire à l'oreille, ça ne se dit pas, c'est interdit, mais le PGE, je ne l'ai pas trop utilisé, si j'ai une opportunité, je l'utiliserai, etc. En fait, le PGE, par son taux relativement proche, puisque finalement la couverture, la caution, l'équivalent de la caution chez nous, elle aura été valorisée à peu de choses près à 0,5, 0,6, puisque c'est à peu près, allez, je vais parler sous votre contrôle, la différence de prix qu'on pourrait avoir entre un endettement à 4 ans à 0,8 ou à 0,9 selon les notes, ou à 1 ou à 1,2, et finalement avec cette couverture en plus. Donc c'est un coût qu'ils sont prêts à payer pour une protection et pour surtout à s'apporter de la visibilité dans un environnement, lui, par définition, qu'il ne l'est pas. Donc comment vous allez à séparer le bon grain de l'ivraie, si j'ose dire ? Je ne reprendrai pas tout à fait cette image-là, parce que ça, on l'a dit tout à l'heure, la difficulté de l'entreprise zombie par rapport à l'entreprise normale, ça c'est le bon grain et livré. Moi je pense que, et j'ai toujours en tête cette période des années 90 où on a eu la crise des PME, bon, c'était compliqué. En fait, les habitudes bancaires changent dans ces périodes-là. Et on va toujours, parce qu'on a besoin que le territoire reparte en activité, progresse, mais on va un peu plus travailler ensemble en banque. Alors que quand tout va bien, l'activité est bonne, on veut tout faire tout seul. Et là, on sera peut-être plus à se dire, tiens, je vais aller voir Monsieur 7 de la Banque Populaire, je vais voir Monsieur Doué du Crédit Agricole, et on va faire à 3 un dossier qui a une forme d'audace, mais qui en même temps est faite par un entrepreneur qui a une clarté de vision, qui... avec toute l'incertitude que présente un business plan, mais il nous semble crédible. Et oui, dans cette période-là, nous allons avoir un certain nombre d'entreprises qui vont faire de la croissance externe, qui vont en profiter, et elles auront bien raison. Voilà. Et donc, je pense que ça se fait relativement assez facilement, parce que les PGE, vous l'avez rappelé, n'apportent aucun profit à la banque. On a 10% du risque. Situation de assez anormale. Donc on a besoin aussi d'avoir des crédits qui vont avoir leur marge normale, qui vont rapporter à l'entreprise et rapporter une marge normale à la banque, et qui vont développer de l'activité dans le territoire occitan. Voilà. Donc je suis plus inquiet actuellement du manque de demande, de la faiblesse d'investissement, que je comprends parfaitement. Quand on ne voit pas clair, quand on est dans le brouillard, on a peur de foncer dans un mur qu'on n'aura pas vu, ou de louper un virage, quoi. Donc ça, je le comprends bien. Mais il y aura effectivement des entrepreneurs peut-être d'une situation meilleure en entrant dans la crise ou autre, où il y a une autre vision qui réagiront plus vite. Et je pense qu'il faudra les suivre. Et les banques, entre guillemets, se partageront, je pense, un peu plus le risque ensemble, et ce qui est une très bonne chose. Voilà, parce que ce sera plus difficile à analyser, vous l'avez dit, et cette réalité fait qu'on aura tendance à... J'ai eu l'occasion de voir récemment un dossier client fidèle à 100% d'une grande banque de la région qui a dit je préférerais qu'il y ait une deuxième banque. Bon, et je trouvais ça très sain et intelligent, et l'entrepreneur l'a très bien compris d'ailleurs. Mais il voulait faire son projet. Et voilà. Alors, quant au taux, n'oublions pas non plus, vous êtes entrepreneur, Samuel, vous le savez, nous sommes dans une période de taux extrêmement bas. Et moi, j'ai toujours retenu, les entrepreneurs m'ont toujours dit, le taux raisonnable, bien sûr, n'est jamais l'élément déclenchant et décideur. C'est uniquement le projet, sa faisabilité et sa rentabilité pour moi, et pour défendre les emplois et mon entreprise, et bien sûr mon patrimoine.
Voilà. Donc, et puis souvenons-nous, il y a quelques années, c'était des 5%, 6%. Voilà. Là, bon, la part de franchise a été gratuite, sauf la commission de caution. L'État... C'est modique, qu'il y a 0,25. Oui, 0,25 ou 0,50 quand on est un peu plus gros. 25 points de base. Oui, donc c'est rien du tout. L'État nous a demandé gentiment, enfin avec une forte pression, de ne prendre que notre coût, c'est ce qu'on appelle le coût de liquidité, sur la phase d'amortissement du PGE, avec bien sûr l'inclusion de la prime toujours la commission de contre-garantie de l'État. Voilà. Donc oui, ça reste un crédit bon marché. Je ne trouverais pas du tout anormal qu'un entrepreneur avec intelligence dise effectivement, moi j'ai ce PGE, j'ai pris 50% de mon enveloppe, en fait je m'en sors correctement de cette période, je vois un peu clair sur mon activité et je veux acheter une entreprise ou je veux implanter une nouvelle agence, un nouveau point, et je m'en sers pour ça. Je serais même quelque part un peu content de me dire, en fin de compte, ce PGE-là, il ne financera pas que de la dette, Exactement. il fera de l'investissement. Xavier, tu veux dire quelque chose? Oui, je veux bien qu'on partage l'idée ensemble que le taux n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas le critère déclenchant et décisif. Donc je partage. J'avais rapidement échangé, j'avais lu des articles sur le sujet et moi, ce que je veux dire par là, c'est que la différence entre un 0,8, un 0,9 ou un 1. Sur un financement relativement de court terme, quand il s'agit de travaux ou d'investissements de court terme, alors ça peut être sur ce qui correspond à nous, les amortissements aussi à 10 ans, hein, pourquoi pas. Mais je pense que ce n'est pas ça qui fait que ça va passer ou pas. C'est mon entreprise, quelle richesse va-t-elle créer en s'appuyant sur l'investissement que je vais pouvoir faire avec ces fonds-là. Je pense que c'est dans cette logique de dire. Et à ce titre-là, parfois, moi, un jeune entrepreneur, quand on n'a pas forcément encore la relation qu'on a avec notre banquier, qu'on n'a pas encore le patrimoine qui permet de s'endetter au-delà des éléments, la première cible, quand on est jeune entrepreneur, c'est d'obtenir un financement. Et donc, quand j'ai dit la première cible, c'est d'obtenir un financement, je n'ai pas envie de dire peu importe le coût, il ne faut pas dire ça, mais on va dire qu'avec ce que l'on veut faire, le retour sur investissement est très sensiblement supérieur à la variabilité du taux. Voilà. Mais je me pardonnera par avance d'avoir été d'accord. Non, mais Xavier n'est pas d'accord. Voilà. À toi, jeune entrepreneur. Non, mais j'ai tenté de faire un peu d'humour, mais non, je partage complètement bien évidemment que le taux n'est pas l'élément déclencheur. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, vous avez parlé de ceux qui avaient utilisé que les 50, mais je pense que la question se pose aussi pour ceux qui ne l'ont pas utilisé du tout. Est-ce que cette enveloppe, qui a un coût, mais qu'il faut mettre en face d'un projet et d'opportunités, est-ce qu'il n'est pas intelligent, intéressant? Chaque cas est un cas particulier, mais la question doit se poser. Mais en tout cas, la question va se poser maintenant. Ça rejoint le propos que je voulais vraiment appuyer, c'est-à-dire que oui, il faut absolument aller voir aujourd'hui ces conseils, parce que bon nombre d'entrepreneurs, et j'en fais partie, donc je peux le dire, ont peut-être une fâcheuse tendance, et surtout les entreprises patrimoniales, à mettre un peu la tête dans le sable et ne pas croire que la solution, c'est de dire « Ok, je diffère de 12 mois et je verrai après ». Non, aujourd'hui, c'est « Je rembourse ou j'amortis ». Oui, alors attention, il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que l'État a défini des règles. Donc le PGE est bien là pour, à l'origine, financer une perte d'activité et les conséquences d'une perte d'activité. Donc attention à ce que ces règles restent bien celles-là. D'ailleurs, l'État a interdit que le PGE refinance des crédits de trésorerie ou des crédits de court terme. À juste raison, hein, il n'y a pas de critique. Donc voilà. Donc, l'écart de taux, on est tous en train de faire travailler nos systèmes de moulinettes de calcul bilanciel, etc. dans les banques, donc ça va sortir très vite. Je pense que l'écart de taux entre un PGE à 5 ans ou à 4 ans d'amortissement et un crédit classique sera faible. Et plus de l'ordre de ce que disait Samuel, quelques dixièmes voilà. Et dans la vision qu'ont les partenaires d'une entreprise, ne pas avoir cette qualification, j'entends l'idée là, effectivement, de les séparer un peu, de les mettre dans une enveloppe, je ne sais pas trop, enfin, les PGE, ça donnera une meilleure vision de l'entreprise.
soyons clairs sur le sujet. Si vous avez une catégorie de crédit qui est liée au fait de refinancer des pertes, ou vous avez une catégorie de crédit qui est liée au fait de financer des investissements, on ne vous regardera pas de la même façon. C'est important de le préciser. Ouais. Pour conclure cette émission, comment, Xavier, si tu veux nous faire quelques petits mots de conclusion par rapport à ça, par rapport aux attentes de nos entrepreneurs, justement, les inquiétudes qu'on a vues poindre au début, puisque au début, et nous avons assez porté cette voie-là, on était inquiets sur l'attribution de CPGE. Il y a des choses ont évolué. Nous avons porté également l'idée que la caution d'État devait être portée à 100%. On nous a opposé des règles prudentielles européennes. Bon, je me permets là, ce qui semble tout de même surprenant, puisque en Allemagne, ça a été possible. Exactement. Bon. Ils sont en Europe aussi, je crois. Oui, j'ai entendu, mais normalement, on les compare quand... ah non, ils sont toujours meilleurs que nous. Donc, ça sert de les comparer. Alors, Hervé a été encore plus rapide que la lumière, puisque c'est exactement la teneur des propos que je voulais tenir. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut pouvoir désormais, dans un environnement où on essaie d'avoir des bouts du tunnel, le ministre de la Santé hier a fait une intervention dans laquelle il s'était engagé à ce que... Il avait une liste de conditions, hein, un peu comme un contrat de et dans lequel il disait que, selon toute vraisemblance, à la fin de l'été, tout le monde serait vacciné, et en considérant que le vaccin soit la solution, parce que la France, ce n'est que 70 millions... il a dit 67 millions de personnes en Europe. Donc, comment on peut essayer de donner un peu de prévisibilité dans un brouillard total? Comment tu le vois? C'est gentil comme question. C'est pas comme question. Ouais, je me préfère pour Xavier. Elle est super, ta question. Bon, mais on ne peut pas répondre à cette question, mais plutôt de donner le sentiment des entrepreneurs, dans quel état d'esprit ils peuvent être. Ça peut permettre de comprendre. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les entrepreneurs, ils veulent travailler. Ils veulent profiter de leur outil de travail, parce que c'est d'abord leur gagne-pain, évidemment, et puis que pour les entreprises qu'on représente, qui sont plutôt des entreprises patrimoniales, les enjeux sont familiaux. Donc c'est excessivement important de pouvoir remettre pour le plus rapidement possible ceux qui doivent être au travail, je pense là aux restaurateurs, et effectivement, comme tu disais, donner un peu plus de visibilité à ceux qui n'ont pas leur chiffre d'affaires. Donc il va falloir les soutenir, mais malheureusement, tous les éléments qui nous sont apportés aujourd'hui sont plutôt de nature négative. Je ne parle pas des aides, hein. Les aides sont relativement intéressantes, mais là je fais plutôt référence, par exemple, pour le commerce, à ces zones qui viennent de découvrir qu'elles devraient fermer à 18h, et là où le ministre nous dit que, selon lui, il n'y aura pas beaucoup d'incidence sur le chiffre d'affaires des commerces. Là, je ne suis pas d'accord, et j'ai eu le plaisir de le lui dire. Nos chiffres sont à peu près de 25%. Donc là, on va avoir une perte de chiffre d'affaires globalement de 25% qui ne sera pas compensée par... Je ne sais pas d'où vient cette habitude qu'ont des gens de qualité à ne plus être connectés au terrain dès lors qu'ils deviennent ministres. Je ne sais pas si c'est le chauffeur, si c'est le mobilier Louis XIV. Là, pour le coup, c'est d'autant plus surprenant que le ministre actuel était ancien président d'une organisation patronale. Merci. Hervé, comment on peut envisager, nous, en tant qu'entrepreneurs, justement, ces prochains mois, avec les deux hypothèses, celle qui fait que d'ici la fin de l'année, les choses reviennent dans l'ordre, ou celle qui font au point où on en est, que rien ne puisse évoluer à court terme? Je pense que ce que nous a appris cette crise sanitaire totalement imprévisible, imprévue, c'est qu'il allait falloir être adaptable, agile, réactif. Je ne sais pas si la vaccination marchera, elle marchera sur les variants. Je ne sais pas, enfin, il y a plein d'inconnus. Bon, la seule chose qu'on a pu constater, c'est que c'est en étant agile et adaptable qu'on s'en sort mieux. Voilà. C'est pas le plus gros, le plus fort qui s'en sort bientôt le mieux. C'est celui qui est le plus agile et le plus adaptable. Et donc ça, moi, c'est ce que j'ai comme maître mot, c'est de dire... alors,
c'est bien sûr peut-être plus facile, mais nous l'avons prouvé, nous les banques aussi, dans cette période. Eh ben, on se remet en cause, on change complètement le système d'exploitation, on change la façon dont on pratique, et on traverse ces périodes-là. Voilà, je pense qu'il y a eu des choses, mais vraiment un effort remarquable des entrepreneurs pour aller chercher tout ce qu'ils pouvaient comme chiffre d'affaires pour compenser, gérer au mieux leurs charges, etc. Et que collectivement, il y a eu un gros progrès. Il y a eu des critiques énormes sur les monstres d'Internet, mais en fin de compte, est-ce que le problème n'était pas tout simplement qu'on ne s'était pas assez saisi d'Internet? Alors, nous avions commencé, par exemple, au niveau des banques, à mettre en place des systèmes pour aider à faire des plateformes, pour sécuriser les paiements, etc. On allait régulièrement, mais un peu lentement. Et là, on a poussé les feux, on a mis plus de spécialistes, et du coup, on a plus de TPE, plus d'entrepreneurs qui trouvent là une nouvelle voie et trouvent de l'activité. Et je crois que ce sera le maître mot. Le maître mot, c'est ça. Après, le fait de très vite faire le point sur cette situation et dialoguer très tôt. Voilà, ça, vous m'excuserez, je radote, mais c'est fondamental. Voilà. Très bien, merci Hervé Rogeau, président de la FBF Occitanie. Merci à Xavier Doué, qui a tout un tas de fonctions, je vais les répéter rapidement. Président commerce à la CPME et trésorier de la CPME Occitanie, et ancien président de CPME 30 également. Merci, à très bientôt. C'était les rencontres de l'économie avec la FBF Occitanie et son président Hervé Rogeau aujourd'hui. Merci, à bientôt, au revoir.